Je vous présente maintenant notre bon ami Jacques Cour, qui va présenter notre deuxième conférencier de ce matin. Puis encore une fois, bonne conférence. Merci. J'ai ici quelques phrases qui présentent Yves, comme on doit faire, mais à chacun des éléments là-dedans, moi, j'ai quasiment des anecdotes, mais je ne ferai pas ça parce que c'est le tour à Yves de parler. Mais ça dit, comme vous savez, si vous avez lu la biographie, c'est un enseignant de maths et sciences depuis plus de 15 ans au sud-est, notamment dans la région de Moncton. Et Yves, c'est un passionné. Je pense que c'est un élément clé de cette personnalité. C'est un passionné, mais un passionné de beaucoup de choses. Je sais que Yves fait une chronique sur les sciences à la radio de Radio-Canada Atlantique. Yves fait de l'impro. D'ailleurs, le premier tournoi provincial d'impro, il y a de cela bien longtemps, je l'avais organisé avec quelqu'un d'autre. Yves était un élève de l'école secondaire des Pisiquit. Ils avaient remporté des prix qui s'appelait la Gougoune dorée. Et puis, depuis ce temps-là, Yves continue de laisser sa marque en improvisation. Donc, aussi, Yves, ce qui l'anime énormément, c'est lorsqu'on parle de construction identitaire. On en a entendu parler hier soir dans les propos de Biz. Je pense qu'on va en entendre encore. C'est quelque chose qui vient le chercher dans ses tripes. Et sa force, c'est de nous faire penser avec un brin d'humour aussi. L'an passé, Yves était sur scène pour la session Ignite. Et je pense que c'était un réchauffement parce qu'une semaine plus tard, il remportait le prix de l'Acadie Juste pour rire. Donc, ça vous en dit quand même beaucoup par rapport à Yves. Et le jury disait à ce moment-là, si le jury a choisi Yves Doucette comme lauréat, c'est notamment en raison de la qualité de ses textes et de sa créativité. Pour terminer, Yves, la petite histoire, ce que les gens ne savent pas, c'est moi qui ai amené Yves Doucette à Twitter, c'est Yves Doucette qui m'a amené à Facebook. Donc, ça me fait grand plaisir de vous présenter mon bon ami Yves Doucette. Ça sera pas long, on va être sûr que ça fonctionne techniquement. J'ai cru comprendre hier que le rap, ça a l'air que c'était la bonne affaire. Puis hier soir, je suis arrivé à l'hôtel, puis je vais écrire un rap pour ça ici. Là. Après 10 minutes, j'avais une rime avec peut-être puis patate, fait que j'ai laissé faire. Ça marche-tu? Rock and roll. Quand j'avais 21 ans, j'étais étudiant en physique à l'Université de Moncton. Puis il y avait un de nos collègues de classe qui est arrivé un jour, fier de nous annoncer qu'il connaissait la valeur de pi jusqu'à la 21e décimale, parce qu'il avait 21 ans. Il apprenait une décimale de plus à chaque année. Tout le monde trouvait ça niaiseux, puis têteux, puis quelle perte de temps. Moi, je trouvais ça cool au bout, puis j'étais jaloux de ne pas y avoir pensé avant. Bonjour, mon nom est Yves Doucet. Je suis un nerd. Mais un nerd qui s'assume. Un vrai nerd, un nerd que, tu sais, genre, quand j'avais comme 5 ans, mes parents me faisaient garder. Les gardiens n'aimaient pas me lire des livres de contes, parce que je connaissais les histoires par cœur, puis je les corrigeais s'ils se trompaient. Comme un le à la place d'un un, genre, là. Un nerd désagréable. C'est un nerd que, en deuxième année, ma mère m'a acheté un beau chandail jaune, manche 3/4, tu sais, le cool. Et c'était écrit General Know-It-All. Et je le portais avec fierté, tu sais, là, de même. En troisième année, mes parents ont remarqué que j'avais un problème avec un œil qui semblait moins bien fonctionner. Allé voir un optométriste, il m'a donné des lunettes pour faire travailler mon œil plus faible. Ce n'était pas des lunettes avec une lentille, c'était des lunettes où il voulait cacher mon bon œil pour faire travailler l'autre. Il fallait qu'il recouvre la lentille de mon bon œil droit, mais pas recouvert avec un beau petit plastique noir, tu sais, quelque chose pour que j'aurais l'air d'un pirate, je ne sais pas, tu sais, là. Non, du masking tape beige, là, affreux, là. Ça avait l'air ridicule, en troisième année déjà que les choses rentrent virer de bord. Tu sais, avant ça, j'étais le jeune le plus cool de l'école parce que je savais lire quand j'ai rentré à l'école, genre. Et tout à coup, en troisième année, les gars cool, c'était les gars qui faisaient du skidoo, alors que moi, je gagnais des concours de poésie. Tu sais, ça changeait, c'était déjà en mouvance pas mal.
Nerd dans le sens que sur les réseaux sociaux, je remarque les erreurs que les gens vont commettre. J'essaie de pas laisser ça trop me déranger, mais je vais vous dire honnêtement que si vous n'êtes pas capable d'écrire correctement le E accent aigu ER, ça me dérange. Okay? Les enfants en troisième année, ils apprennent des petits trucs là, avec dire, dit, ou faire, fait, ou come on! Mais je suis zen avec ça. Je veux juste en profiter pour corriger d'autres affaires, comme il y a des choses qu'on dit, puis qu'il faut qu'on arrête de dire parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on utilise seulement 10 de notre cerveau. Là. Les gens qui utilisent seulement 10 de leur cerveau, ils sont au seuil de la mort. Okay? On utilise tout notre cerveau, juste pas tout de la même façon, puis peut-être pas tout le temps, puis peut-être pas tout efficacement avant un café, mais bon. Arrêtez de dire que le monde dit que les drains de lavabo dans l'hémisphère nord, ça se vide dans le sens horaire, dans l'hémisphère sud, dans le sens... C'est pas vrai! Arrêtez de dire ça! C'est pas vrai que le sang est bleu dans nos veines puis rouge quand il sort au contact de l'oxygène. C'est pas vrai! Arrêtez de dire ça. Puis sur votre clavier, là, le chiffre 8, là, qui fait comme une petite étoile, là, ça s'appelle, écoutez-moi bien, un astérisque. Astérix, c'est le petit Gaulois de Chum Obélix. Juste. Fait que je suis un nerd, je m'assume, c'est correct. Mais je suis pas juste ça. Je pense que j'arrive dans la vie à être autre chose que ça. Puis, je vais vous laisser découvrir un petit peu c'est quoi ces autres affaires-là, puis comment est-ce que ça a un impact sur ce que je vis avec mes élèves en salle de classe. Je vous invite tout de suite à un petit exercice. Certains choisiront de le faire par écrit, d'autres vont le faire juste dans leur tête, c'est bien correct. Je vais vous demander à chacun d'entre vous, s'il vous plaît, de penser à 5 mots qui vous décrivent le mieux. Pas une... Pensez à 5 mots. Quand je vais faire cet exercice-là, si je savais que vous le feriez tous par écrit, je dirais, écrivez 5 mots. Puis là, il y a tout le temps un smart écrit 5 mots. Tu sais, là. C'est pas nécessairement fini, c'est pas grave. 5 mots, c'est trop. Tant mieux, vous n'avez pas fini. Je vais vous demander de réduire la liste à 3 mots. Gardez les 3 mots qui vous décrivent le mieux. Non, 3 mots, c'est encore trop. Et réduisez ça à un seul mot, le mot qui vous décrit le mieux. Maintenant, je ne veux pas l'entendre, votre mot, je m'en fous parce que c'est impossible qu'il y ait un mot qui vous décrit pleinement, correctement. Même 5 mots, honnêtement, c'est pas assez pour décrire quelqu'un vraiment. Nerd n'est pas suffisant pour me décrire. C'est un bon début, pas juste ça. Et le problème avec ça, c'est que on a tendance, de façon générale, à vouloir se décrire avec souvent une seule étiquette. Alors que des identités, on en a énormément. En particulier, du côté linguistique, on vit des choses chez nous qui font qu'on a beaucoup il faut célébrer ça. Il faut que ça soit le fun, ça. Moi, là-dedans, qui est-ce que je suis, comme je vous le disais, je vous révélerai un petit peu au fur et à mesure. Je peux vous dire ceci, Jacques l'a mentionné, l'an dernier, j'ai eu la chance de participer ici à la session Ignite. Il y en a qui étaient ici et qui n'ont probablement pas encore récupéré de ce 6 minutes 40 secondes intensif. Parce que je suis style qui parle déjà beaucoup, puis relativement rapidement, puis là, ils m'ont condensé ça dans 6 minutes 40, fait que j'ai pris un respire au début, j'ai expiré à la fin. C'était quelque chose. Puis, là, ce qui est arrivé, c'est que j'étais pas là, mais j'imagine la réunion du comité organisateur de Claire 2016, parce qu'ils ont sûrement commencé à travailler là-dessus pas longtemps après Claire 2015. Fait que tôt au printemps, il fallait qu'ils décident qui est-ce qu'ils allaient inviter comme conférencier pour Claire 2016. Puis là, ils se mettent à jaser, puis là, j'imagine que c'est comme ceci que ça se passe. Ils se disent, là, les gens viennent à Claire, puis ils trippent, là, c'est solide, là, le monde est énergisé, puis ils sont allumés, puis il y a des échanges incroyables.
tu vois les éducateurs qui changent leur paradigme. Il y a des nouvelles pédagogies qui sont en train de naître juste là. Il y a des contacts qui se font. Tu sais qu'il y a du perfectionnement qui va s'en venir, qui va naître de ça. C'est intense, c'est wow! Puis tout le monde qui est là sont tellement excités, puis ils veulent comme pas s'en aller. Tu sais, samedi, c'est comme, il faut s'en aller, c'est fini. Fait qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme conférencier qui donnerait le goût au monde de s'en aller? Yves Doucet. Me voilà. Tout un honneur, merci. J'ai eu la chance l'an dernier de travailler comme coordonnateur en construction identitaire au sein du district scolaire francophone du Sud, un poste qui avait été créé comme ça pour un an, où est-ce que j'accompagnais les directions d'école avec de l'animation, puis de la formation, puis présenter des outils par rapport à la construction identitaire. Puis, dans le domaine construction identitaire, on a tendance à savoir ce que ça veut dire. Les gens qui ne sont pas en éducation, quand je leur parle de ça, ça sonne drôle. Honnêtement, j'aime pas l'expression construction identitaire parce que pour moi, construction, ça sous-entend deux choses. Tu commences avec un plan, puis à un moment donné, tu as fini. Alors qu'en construction, quand on bâtit nos identités, on n'a pas de plan au début, puis ça finit jamais. Fait que, mais bon, l'expression est passée à l'usage. Je vais quand même regarder rapidement avec vous autres ce que la SELF s'est donné comme définition après moult consultations de la construction identitaire. Alors, c'est un processus hautement dynamique au cours duquel la personne se définit, se reconnaît par sa façon de réfléchir, d'agir et de vouloir dans les contextes sociaux et l'environnement naturel où elle évolue. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que ça serait très facile et même, je suis content que pour moi, ça devient un petit peu naturel d'avoir le goût d'inclure le mot numérique ici et là, là-dedans, puis la définition garderait toute sa pertinence. En fait, elle le serait encore plus. Puis, on est resté longtemps à définir des notions d'identité en oubliant tout le côté numérique de nos identités. Fait que c'est un petit peu ça que j'ai le goût de retrouver aussi. Bonjour, mon nom est Yves Doucet et je suis une grand gueule. Là aussi, une grand gueule qui s'assume. Parce que j'ai des opinions, puis je prends parole, puis sur Twitter, je vais vous avouer que j'ai des phases où est-ce que je deviens plus un retweeter qu'un tweeter, mais des fois, disons que j'ai eu des discussions enflammées avec des gens avec qui je ne partageais pas les opinions politiques parfois. Des fois, j'ai eu des débats intéressants où est-ce que c'était pas nécessairement des chicanes, mais disons que j'ai réussi à être bloqué sur Twitter par des gens. Puis c'est le fun parce que des fois, souvent quand tu te fais bloquer sur Twitter, tu ne le sais pas tout de suite, à moins qu'il y a comme des têteux qui te bloquent, mais ils te l'annoncent qu'ils vont te bloquer. Mais il y a des gens qui m'ont bloqué, puis je les découvre plus tard parce que je vais aller lire un tweet, puis je n'y ai pas accès, puis je comprends pas. Tu sais, là. Moi, bloqué, moi? Pauvre petit moi! Mais non, je suis pas innocent. J'ai toujours effroissé des gens. Parce qu'il y a du monde qui n'aime pas se faire dire des vérités. Puis moi, des fois, j'aime ça dire des vraies affaires. Puis des fois, mes opinions sont contraires à l'opinion populaire. Je pense que je trouve généralement le moyen de le dire poliment. J'essaye. Mais bon, il y a des gens que si tu n'es pas d'accord avec eux autres, tu ne fais pas d'allure, puis ils ne veulent rien savoir. C'est pas grave. Je donne souvent mon opinion sur des questions scientifiques aussi. Jacques l'a mentionné. J'ai la chance d'avoir une chronique science à Radio-Canada de vulgarisation. Je ne suis pas un grand scientifique. Ce que je cherche, c'est à éduquer les gens, la population en général, à des notions de base scientifiques, parce que la démocratisation du web, la beauté là-dedans, c'est que de plus en plus de gens ont accès à toutes sortes d'informations, mais le hic là-dedans, c'est que presque n'importe qui peut créer de l'information, entre autres des faussetés. Donc, il faut qu'on développe des filtres. On a besoin un petit peu d'être capable de faire du ménage là-dedans. Et c'est ce que je veux. Je veux que les gens soient capables de faire le tri entre l'information qui est pertinente et celle qui l'est moins. J'ai mis le lien de ma présentation à une chronique, entre autres, que j'avais faite où je parlais d'éthique en éducation. Là non plus, je suis très, très, très loin d'être un expert, j'en reparlerai tantôt. Mais j'avais le goût de démystifier ça un petit peu, puis parce que la population, en général, des fois, est un petit peu craintive par rapport aux usages technologiques en salle de classe. Fait que je voulais un petit peu rassurer les gens à ce niveau-là. Mais au niveau scientifique, c'est sûr que, bon, je vais prendre le temps. Les gens vont partager toutes sortes de faussetés sur Facebook, des fois.
Et moi, je prends un malin plaisir à trouver les contre-arguments à ce qu'ils ont présenté, puis à les partager pour qu'ils cessent de répandre des mensonges, toutes sortes des remèdes miracles, puis des faussetés par rapport aux vaccins, des affaires de même, tu sais là. Mais ce que je trouve important aussi, c'est développer la curiosité, puis je le fais beaucoup avec mes élèves aussi. Exemple, j'avais un élève à un moment donné qui, j'enseignais la physique, puis je parlais d'électricité statique, je parlais des éclairs. Puis, il y a un élève qui dit, Monsieur, savais-tu ça, quand il y a un orage, c'est mieux de fermer les fenêtres de ta maison, parce que s'il y a une fenêtre ouverte, il y a plus de chances que l'éclair rentre dans la maison. J'ai dit, Kevin, c'est intéressant ce que tu présentes là comme croyance populaire, mais il n'y a pas vraiment de fondement scientifique à ce que tu dis là. L'éclair ne va pas trouver une fenêtre ouverte. Tu sais là, puis, en tout cas, on passe à autre chose. Les élèves sont au travail. Ça me reste dans la tête. Pendant que les élèves sont au travail, je vais sur Google, je commence à fouiller un petit peu. Le jeune avait raison. C'était vrai. Pourquoi? Simplement parce que habituellement, en été, quand il y a des orages, il faisait auparavant très chaud. Quand il commence à y avoir un orage, la température baisse vite. Dans la maison, l'air est plus chaud que dehors. S'il y a des fenêtres ouvertes, il y a un canal d'air chaud qui va sortir par les fenêtres. Ce canal d'air chaud-là est plus humide, puis un meilleur conducteur du flot d'électrons dans l'éclair. Donc, c'est vrai. Là, moi, je fais une pause, j'arrête les élèves et je leur dis que c'est vrai. Je leur explique pourquoi. Et là, il y a plein de leçons là-dedans. D'abord, du côté scientifique, moi, j'ai eu une posture d'abord sceptique. Quand j'entends ce qui ressemble à une croyance populaire, je n'ai pas tendance à croire tout de suite que c'est vrai. Mais j'ai pris le temps de vérifier et j'ai modifié mes croyances, j'ai modifié la connaissance, j'ai modifié ce que je présentais. Puis il fallait que les élèves l'entendent. On est trop nombreux qui n'auraient pas osé piler sur leur orgueil puis qui ne l'auraient pas dit aux élèves qui avaient découvert que le jeune avait raison puis que c'est moi qui avais tort. Parce que dans le fond, j'avais un petit peu l'air fou là-dedans. Là. Moi, j'avais comme... J'ai pas ri de l'élève, là. J'avais fait ça bien doucement, mais quand même, j'y avais dit qu'il avait tort et il avait raison. Mais si mon orgueil passe avant la vérité, je ne suis pas un bon pédagogue. Là. Fait au niveau de la science, c'est sûr que je m'amuse à échanger avec des gens, puis j'aime toujours d'en découvrir un petit peu plus. Être une grand gueule, évidemment, ça vient avec son lot de responsabilités parce que ça a un impact sur mon identité numérique. Quand je prends parole sur les médias sociaux, habituellement, c'est en tant que Yves Doucet, simple individu. Même si, bon, on le sait, on ne peut pas dissocier complètement notre personne de notre personnage enseignant, si vous voulez. Là, notre professionnel et notre personnel se fondent assez souvent, mais il y a Jeff Uteck qui a un texte intéressant qui parle de l'importance de développer une identité numérique professionnelle parallèlement à l'identité numérique personnelle qu'on développe même sans le savoir. Souvent, le côté professionnel, il faut peut-être le faire plus consciemment. Il ne faut pas oublier d'accompagner nos élèves là-dedans. Nous autres, à 13 ans, là, on n'avait pas besoin d'avoir une identité professionnelle. Mais aujourd'hui, nos élèves doivent déjà être conscients un petit peu de ça. Honnêtement, c'est un texte que je trouve intéressant. C'est une posture avec laquelle je suis plus ou moins d'accord. Parce qu'à un moment donné, où est-ce que mon identité personnelle finit, puis où est-ce que mon identité professionnelle commence, je ne suis pas sûr. Je préfère la posture de David Truss à ce sujet-là. Il dit que dans le fond, il y a un recouvrement, il y a de la zone grise pas mal. Où est-ce que Yves Doucet, personne, puis Yves Doucet, enseignant, où est-ce que ça se divise, c'est pas clair. Et c'est pas nécessairement important de faire une division claire. Il dit, although we share different things in different places, we are who we are, and slowly our online identity is becoming a fabric of our being. Alors, je suis qui je suis, que je présente ma personnalité enseignante ou ma personnalité personnelle, dans le privé, si vous voulez, je suis la même personne fondamentalement. Mais c'est certain qu'avec ça, il y a lieu d'appliquer un certain filtrage. Puis, je ne peux pas avoir exactement les mêmes comportements en salle de classe que je vais avoir avec des amis dans un bar, évidemment. Sauf que je demeure la même personne et c'est ça qu'il faut reconnaître. Puis il y a des pédagogues qui travaillent très, très fort
à se donner un personnage qui est très différent de ce qu'ils sont dans la vie quotidienne, puis je trouve ça plat, parce que ça doit demander de l'énergie, puis ça doit être fatigant. Puis les élèves, ils voient à travers de ça. Puis ils n'aiment pas ça, ils ne vous feront pas confiance. Toute cette notion d'authenticité-là, c'est important. Puis comme je vous dis, je pense qu'il y a des choses qui appartiennent au privé. Je ne suis pas en train de dire qu'un pédagogue devrait partager tout ce qui passe par la tête avec ses élèves. Je ne pense pas que tous les éléments de ma vie personnelle appartiennent au domaine public. Mais il ne faut pas que je fasse semblant que je suis quelqu'un d'autre quand j'enseigne. Je suis Yves Doucet quand je suis enseignant. Et c'est là que la distinction devient différente. Et c'est la même chose avec ce que je vis en ligne versus ce que je vis en face à face. Je trouve ça le fun. Ici, en fin de semaine, j'ai rencontré des gens que je connaissais seulement en ligne. Puis là, on s'est rencontrés face à face et c'est une valeur ajoutée. Ça vient, dans certains cas, ça transforme un petit peu nos interactions en ligne. Mais ça ne vient pas remplacer ou effacer, c'est une addition. Ça invalide pas ce qu'on vit en ligne non plus. Donc, il faut juste garder ça en tête que c'est deux mondes, mais qui se recouvrent énormément. On a trop souvent une vision un petit peu déformée du monde numérique ou en fait du niveau de confort des jeunes. On pense que les jeunes savent déjà comment bien utiliser l'éthique. Et c'est pas long quand on interagit un petit peu qu'on découvre que c'est pas toujours le cas. Puis le problème, c'est que parce qu'on suppose qu'ils savent déjà comment, la posture de beaucoup d'institutions scolaires, c'est de tomber dans le piège de la crainte. C'est-à-dire qu'on travaille très fort avec des mises en garde. On dit aux élèves, c'est ben là, sur Facebook, sur Twitter, sur l'Internet, là, il y a de l'intimidation, puis du bullying, puis il y a des prédateurs sexuels, puis il y a du monde qui veut voler votre identité. Fait que faites bien attention, là. En fait, c'est plate parce que, et c'est Alexandre Gagné, dans une traduction libre de Ruben Lowy, qui dit que finalement, on traite ça comme on traite trop souvent l'éducation sexuelle. Tu sais, ça c'est un pénis, ça c'est un vagin, mais si tu mets ça là-dedans, tu vas peut-être pogner des maladies, tu vas peut-être tomber enceinte, c'est dangereux, fais pas ça. Cette approche-là, clairement, ne fonctionne pas, ni dans un contexte, ni dans l'autre. OK? Là, je ne suis pas en train de... Non. Je ne vais même pas là. Mais en quelque part, je pense qu'on a une responsabilité d'éducation, de vraie éducation. Moi, j'ai bien de la misère avec le fait qu'il y a des sites web comme Facebook, exemple, qui soient bloqués dans des écoles. Parce que quoi, on va faire à croire que ça n'existe pas. Non. On va leur montrer comment s'en servir positivement. C'est ça qu'il faut faire. Quand quelque part, il y a des choses qu'on a besoin de changer. Et ça change graduellement. Le changement n'est pas rapide. Là, il y a des tortues en porcelaine pas mal. Bonjour, mon nom est Yves Doucet et je suis papa. J'ai 4 enfants. Puis, c'est probablement à cause du fait que j'ai 4 enfants que je fais des animations et des conférences comme ça. Pas parce qu'ils sont particulièrement une source d'inspiration, juste parce que ça me fait une excuse pour sortir de la maison. Je vous aime. Ouais, non, c'est intéressant parce que, tu sais, quand j'ai eu mon premier enfant, tout le monde dit ah, félicitations, bravo, une petite fille, c'est le fun. Là, deuxième enfant, tu voulais ton petit gars, là, hein, tu sais, malgré que c'était une deuxième fille, puis gars, fille, je m'en fous, j'ai 2 enfants, je capote, c'est le fun. Là, troisième enfant, là, on m'a dit, oh, ouais, grosse famille, c'est le fun, tu sais, là. Puis là, quatrième enfant, j'ai 2 réactions. J'ai la réaction A, vous êtes courageux. Parce que courageux, clairement, veut dire comme malade mental, je ne sais pas. Ou l'autre réaction que j'ai souvent, c'est ah, vous êtes religieux. Non, c'est pas des raisons religieuses. Ils ont poussé à avoir 4 enfants. On voulait 4 enfants. D'ailleurs, honnêtement, je vais vous avouer que je trouve ça blessant que les gens supposent qu'il y a juste des raisons religieuses qui font qu'une femme coucherait avec moi 4 fois. Là. Je sais que j'ai pas le corps d'un dieu grec. Là. Je peux ça manger comme un amateur de restaurant grec, mais... Puis, évidemment, qui dit 4 enfants, dit
fourgonnette, hein? On a une minivan, puis ce qui il y a une affaire qui me tanne, je suis obligé d'en parler, là. Moi, je m'excuse, là. Les petits collants de petits bonhommes de famille derrière les vannes, je suis pas capable. Là, je blesse du monde, je le sais, là, viendrez me voir après, je vous donnerai un hug. En fait, je vais vous dire honnêtement, le principe de base ne me dérange pas vraiment tant que ça. Sauf que je trouve que les collants sont habituellement malhonnêtes. Je trouve que, par exemple, tu sais, c'est bien cute, là, mais ça ne représente pas nécessairement des belles vérités, tu sais, là. Tu sais, là, papa avec son petit marteau, puis maman qui fait la popote, puis tu sais, la petite fille qui est petite couette, puis le petit garçon qui s'en va jouer au hockey, puis c'est bien beau, tu le petit chien qui est de bonne humeur. C'est correct, tu sais, là. Mais ce qui sont les collants qui représentent notre quotidien, notre vérité. Ou ce qui est le petit collant du chat qui vomit sur le tapis. Ce qui est le petit, ben, mais c'est des vraies affaires! Et le collant du petit gars, de la petite fille qui chicane, qui tire ses couettes, je sais pas. Tu sais, la maman qui va faire son jardinage, c'est cute, tu sais, là. Mais il est où le collant de la maman, tout échevelé après une journée de travail avec un verre de vin dans une main et une boîte de craft dinner dans l'autre main, là? Tu sais, les vraies affaires. Tu sais, le papa qui s'en va jouer au golf, c'est cute, là. Mais il est où le collant du papa bedonnant, la ceinture détachée après le souper qui ignore la vaisselle sale derrière lui? Tu sais, les vraies affaires. C'est pas honnête, ça me dérange. C'est pas grave, tu sais, pas de grosses affaires, tu sais, là. Euh, Pour moi, être papa puis être enseignant, c'est sûr que c'est pas la même chose, mais il y a des similitudes dans le fait que je me trouve à jouer un petit peu le rôle de guide. Euh, puis, tu sais, je veux dire, j'ai fait une formation en éducation, mais vous le savez autant que moi, c'est pas parce que tu as fait un bac en éducation que tu es vraiment, vraiment prêt, tu sais, là. Fait que tu arrives là, puis il y a plein d'affaires, puis d'imprévus, puis être parent, c'est comme la même affaire, tu sais, là. Tu peux lire des livres, mais c'est pas pareil comme tout à coup, il y a un enfant là. Fait que, à un moment donné, il faut que tu acceptes, autant comme parent, je pense, que comme enseignant, regarde, il y a des affaires que je ne sais pas. Que je ne sais pas comment faire, je n'ai pas des réponses à toutes. C'est correct. Je vais y aller avec ça. Je vais prendre une posture d'apprenant. Puis je le dis souvent à mes enfants, comme père, ce qui m'a plus marqué comme papa, c'est ce que j'ai appris depuis que je suis papa. Ce que j'ai appris en élevant mes enfants. Clairement plus la même personne que j'étais, là. J'ai une résistance nasale inouïe au caca maintenant. Levez la main ceux qui pensaient que vous entendiez le mot caca ce matin, non? Je l'ai redit, affreux, hein? Pas du monde, je ne serai plus invité, c'est correct. C'est la conférence de fermeture, vous en allez tout après. Euh, mais tu sais, à quelque part, je pense qu'il faut trouver le moyen. Puis, tu sais, du changement en éducation, il ne faut pas toujours nécessairement le subir. Des fois, il faut le créer, mais faut pas juste. J'entends les gens dire qu'il faut être ouvert au changement, faut accueillir le changement. Maud a dit que ce serait le fun si on pouvait le rechercher, le changement, si on pouvait le souhaiter, si on pouvait le créer, mais ça demande quand même certains efforts. J'essaie de travailler avec mes enfants à leur inculquer ce que je considère comme des valeurs fondamentales importantes. Je le fais aussi avec mes élèves, pas nécessairement de la même façon, mais il y a beaucoup de similitudes, je trouve. Je parle beaucoup d'égalité et d'équité, qui ne sont pas la même chose, mais qui se ressemblent trop souvent. Puis, dans un contexte d'injustice, dans un contexte des fois de minorité, euh, on se fait dire que on est dans un contexte de justice parce que tout est égal, alors que tout n'est pas nécessairement équitable. Il y a une image que vous avez possiblement déjà vue, je trouve, qui illustre très bien la différence entre l'égalité et l'équité. C'est sûr que si tout le monde a exactement les mêmes ressources, c'est égal, puis tout le monde devrait être content. Mais quand tout le monde n'a pas les mêmes besoins, si on donne les mêmes ressources à tout le monde, c'est pas une vraie justice. Et ça s'applique dans plein de contextes. Ça s'applique dans les besoins de nos élèves, qu'ils soient pédagogiques, qu'ils soient technologiques, qu'ils soient alimentaires.
Et ça s'applique aussi à nos enfants. Moi, je peux pas. Tu sais, j'aurais beau me mettre là et dire que je vais traiter tous mes enfants, mes 4 enfants de la main. Tous mes enfants, j'en ai 27. Là. Mais tu sais, j'en ai 4 que je sais. Là. J'ai dit ça, là, je vais laisser rentrer un petit peu. Ça, là. Mais tu sais, j'ai beau dire que je vais traiter mes 4 enfants toujours exactement de la même façon, c'est ridicule. Je ne peux pas les traiter tous de la même façon. C'est 4 personnes différentes. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Il y a beaucoup de choses qui sont ce que je veux chercher avec mes enfants, c'est l'équité. C'est ce que je cherche avec mes élèves. C'est ce que je veux que la société me donne à moi puis à tout le monde. C'est de l'équité. Puis il y a des discussions importantes à avoir à ce niveau-là. Puis quand on parle, par exemple, des ressources dont on peut avoir besoin dans une école, si on veut faire de la pédagogie autrement, bien, il y a des notions d'équité qui sont importantes là-dedans. Il faut s'en préoccuper, mais il faut le dire, ça. Il faut essayer de mettre le doigt dessus comme il faut. Je suis fier d'être féministe et j'entends souvent, d'ailleurs, je porte fièrement mon bracelet de He for She. Puis si vous ne savez pas ce qu'est He for She, allez fouiller ça. Mais c'est important. Mais j'entends souvent, ben, tu sais, des arguments de prendre une posture féministe parce que ça pourrait être ta soeur, ça pourrait être ta mère, ça pourrait être ta fille. Je ne suis pas féministe parce que j'ai des filles. Je ne suis pas féministe parce que j'ai une sœur, parce que j'ai une maman. Non, je suis féministe parce que je suis un être humain, puis je crois au respect de tout le monde. C'est tout. J'aime pas les arguments de parce que ça pourrait. Non, quand même que c'est quelqu'un que je connais pas, puis qui est aucunement connecté à moi, un être humain mérite un respect et une dignité. Fait que j'aime plus cet argument-là. Fait que ça, faut dépasser ça. Fait que ça, c'est le genre d'affaire que. Le rapport à la technologie de mes enfants est différent du mien. Surtout du mien à leur âge, mais même du mien aujourd'hui. Comme le rapport à la technologie de mes élèves est différent de ce que moi j'ai vécu. Et moi, j'ai entendu une mention de Netscape tantôt. Là. Netscape est arrivé quand j'étais déjà bien avancé dans mes études universitaires. Là. Puis là, il y a plein de monde dans la salle. Qu'est-ce qui est Netscape? Là, ça passe vite. Mais le rapport à la technologie est différent. J'étais à la bibliothèque l'autre jour, puis il y avait un petit gars, il avait 5 ans, il prend un livre d'un rayon, puis il ouvre le livre, puis là, à un moment donné, il faisait ça. T'sais, tellement habitué aux écrans tactiles, il essayait d'agrandir l'image dans un livre, tu sais, là. Ben là, il a vu que ça ne marchait pas, il a refermé le livre, puis là, il cherchait le bouton off. C'est différent. Tu sais, les enfants interagissent différemment avec les technologies. C'est un réflexe, c'est un acquis. Même leur langage est différent. Évidemment, on le sait que bon, les jeunes vont parler ou écrire beaucoup avec des acronymes. Mais cette modification du langage-là, j'ai l'impression, va finir par avoir un impact même sur. Tu sais, je me dis, dans 10-15 ans, là, même les noms de bébés vont avoir changé, je suis sûr. Moi, je ne serais pas surpris que dans 10-15 ans, tu sais, ce monde-là va se rencontrer. Les jeunes d'aujourd'hui, ils vont commencer à avoir des enfants, puis ça va être comme ah, vous avez eu un petit gars, comment vous l'avez appelé? On l'a appelé LOL. Ah, sa grande sœur WTF doit être contente. Tu sais, puis quand on est fâché après nos enfants, tu sais, qu'on veut vraiment, tu sais, là, on dit leur nom complet, tu sais, là. Philippe! Philippe Maxime Olivier, arrête de mettre la tête de ta sœur dans la toilette. Tu sais, quelque chose de même. Ben là, que ça va être, les enfants-là, tu sais, LOL! LOL! Arrête! Le savez-vous que LOL, ça veut dire laughing out loud, out loud, out loud. Comme rire tout haut, tout haut, tout haut. Ça veut comme rien dire, ça. Puis, pourquoi est-ce que ha 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 n'est pas correct, là? Quand est-ce qu'on a délaissé ha ha ha? Moi, je l'utilise encore, mais c'est parce que je suis vieux. C'est ça que c'est. Il y a un décalage socio-générationnel. Watson parle de ce décalage-là, puis c'est pas nécessairement vrai que nos jeunes délaissent les réseaux sociaux. Ils redéfinissent ce qu'on entend, nous autres, par social. Leurs interactions sont différentes, mais elles ne sont pas moins réelles. Ils sont dans la communication beaucoup immédiate. Puis, ils s'attendent à ça de nous autres aussi. Il faut aller les rejoindre là-dedans. On a parlé beaucoup en fin de semaine de la fracture numérique. Ce n'est pas juste entre ceux qui ont des technologies et ceux qui n'en ont pas, c'est aussi entre ce qui est offert à nos élèves
à l'extérieur de l'école versus ce qui est offert à nos élèves à l'école. Et plus cette fracture est grande, moins ils ont le goût de s'accrocher parce que le reste est plus le fun. Alors évidemment, on a besoin d'un grand virage. On a Lowy qui propose une pédagogie différente, qui alimente des idées intéressantes. Puis clairement, il y a plein de gens ici qui appliquent beaucoup de choses. Je comprends qu'à quelque part, je prêche aux convertis dans plusieurs cas ici. Mais il y a des choses qu'on a besoin de se redire un petit peu. Puis, c'est pas tout le monde qui est encore dans le bateau, mettons. Bonjour, mon nom est Yves Doucet et je suis un imposteur. Parce que je suis un convaincu, je suis un vendu, je tente de convaincre les gens de l'urgence de faire d'éthique une partie intégrante de ce qui se passe dans le vécu scolaire de nos élèves. J'y crois, mais je ne pratique presque pas ce que je prêche. Ce décalage-là, à l'intérieur de moi-même, je commence à avoir de la misère à le vivre. J'espère que j'aurai bientôt assez de misère à le vivre que je m'engagerai pour vrai moi-même. C'est comme difficile pour moi, c'est gênant pour moi de dire ça ici devant vous autres ce matin, qui êtes des modèles auxquels j'aspire. C'est pour ça que je viens à Claire. C'est pour me brasser. C'est pour me convaincre que c'est des enseignants comme moi, mais qui ont pris un pas. C'est pour me donner des idées. C'est pour me donner encore plus d'alliés. Puis c'est pour me sentir un petit peu plus mal quand je ne le fais pas, jusqu'à temps que je commence à faire quelque chose. C'est pour ça que je viens ici, moi. C'est important, ça. Fait imposteur, bon, le mot est peut-être un petit peu fort. Là, Benoît Petit a parlé de la résistance. Tu sais, c'est intéressant. Il y a des gens dans mon entourage qui sont résistants à ça, qui veulent rien savoir. Et moi, c'est pas que je veux rien savoir. Je souffre simplement surtout de paresse professionnelle. Je suis ancré dans mes petites affaires. Fait qu'à un moment donné, il faut juste que c'est plus la faute à personne d'autre. Il y a des ressources. J'ai plein d'amis qui m'encourageraient là-dedans. À un moment donné, je vais faire un pas. Est-ce que je suis un leader pédago-numérique? Pas sûr. Pas pleinement cohérent. Dans mes paroles, oui. Puis je dis pas que je fais rien, là. Mais j'ai du chemin à faire. Je me laisse inspirer en fin de semaine beaucoup par d'autres leaders. Un texte très intéressant et tout récent de Mario Asselin qui parle de l'omniprésence des technologies en société et pas nécessairement utiliser le mot ridicule, mais moi je le dirais, je pense que ça devient ridicule à quel point ça ne fait pas encore partie de notre monde scolaire, au point où ça le devrait. Un texte que la semaine dernière, fait que je vous encourage à aller lire ça. C'est sûr que le statu quo est toujours plus facile. Hein. Je parle de paresse professionnelle. Puis, quand j'étais jeune adolescent, mon père m'a toujours joué de la guitare. Puis, il m'a comme ouvert la porte une fois de temps en temps à m'apprendre à jouer de la guitare. Puis, je m'y suis pas engagé. Je n'ai pas voulu. C'était pas cool de m'asseoir avec mon père, apprendre la guitare. Il y a à peu près 5-6 ans, j'ai dit à mon père que c'était probablement mon seul regret. Dans ma vie, là, moi, je ne vis pas beaucoup dans les regrets. Là. J'ai fait des bêtises, j'ai fait des niaiseries, des choses dont je ne suis pas fier. Là. Mais des regrets, pas beaucoup. Mais je dis, mon père, un grand regret, c'est de ne pas t'avoir laissé m'apprendre à jouer de la guitare. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais ça être capable. Tu sais. Et à mon anniversaire suivant, il m'a acheté une guitare. Il m'a même payé quelques cours de guitare. Avec lui, avec une école de guitare. Je suis allé à mes cours de guitare. Tristement, je ne suis pas Jimi Hendrix. Non, je trouve ça triste parce que mes guitares ramassent surtout de la poussière. Disons que je joue juste assez souvent que quand je leur sors de niveau, il faut que je réajuste les cordes à chaque fois. Je n'ai jamais joué 2 fois de suite qu'elle est encore ajustée. Genre, pas souvent. Comment ça se fait? Ben, c'est parce que pas jouer de la guitare, c'est plus facile que jouer de la guitare. C'est plate, mais c'est ça que c'est. J'enseigne la physique, moi. Fait que la loi de l'inertie, je connais ça. Je la connais trop, je pense. Je m'y abandonne. Puis ça serait fait dans
ma pédagogie. On m'a enseigné d'une façon vieille école, traditionnelle, et c'est comme ça que j'ai tendance à travailler moi aussi. Puis pourtant, j'ai des collègues qui ont brisé ces murs-là un peu. Il y a des élèves à qui j'ai enseigné, puis qui, eux autres, sont devenus enseignants. Ouais, je suis rendu juste assez vieux pour ça. Puis, mais ils fonctionnent différemment, eux autres. Fait, c'est même pas une excuse qui est valide. C'est une excuse, oui, mais ça vaut pas grand-chose. J'ai commencé à faire du jogging printemps dernier, début de l'été. J'ai commencé à faire du jogging parce que, bon, j'étais amorphe, j'étais pas en forme. Puis à un moment donné, je me disais, faut que je bouge, faut que je fasse quelque chose. Pas facile, faire du jogging. Ceux qui font de la course un peu le savent. Là, physiquement, c'est pas facile. Puis t'as pas toujours le goût de te lever tôt le matin pour aller courir ou de faire du temps dans ton horaire. Puis t'as mal partout. Puis tu sais, des blessures, on va vers là. Puis là, si tu veux courir l'hiver, ben des fois il fait frais, puis des fois il neige. Puis fait que c'est pas facile. C'est du trouble, mais je voulais, je voulais m'arranger pour vivre plus longtemps. Je voulais rajouter des années à ma vie. Le problème, c'est que là, ma vie inclut du jogging. Je ne suis pas sûr comment longtemps je vais vraiment vivre. Mais un drôle de dilemme. Là. J'ai décidé que j'allais m'en tenir à des 5 km aussi, parce que ça, c'est assez. 5 km à couru, ça t'a donné de l'énergie un petit peu à la longue, puis c'est juste correct, je me sens bien, mentalement aussi. Je n'ai pas l'ambition de courir comme des marathons. Comme courir 5 km, tu te mets en forme. Tu cours un marathon, ça, c'est comme un style de vie, c'est une autre affaire. Moi, je m'excuse, mais une discipline qui risque possiblement de soit me faire vomir ou faire saigner mes mamelons, c'est pas un signe de santé pour moi. Il y a quelque chose de décalé. Et j'ai beaucoup d'admiration, j'ai essayé de courir des marathons, bravo, pas moi, non merci. 5 km, ça fera. Pas encore rendu, je suis rendu comme à 4 km, ça va venir. Mais c'est important pour moi de vivre une certaine cohérence pédagogique. J'ai parlé de l'incohérence un petit peu entre ce que je prêche et ce que je pratique. Mais au niveau de qui je suis, de ce en quoi je crois, c'est important pour moi qu'il y ait une certaine cohérence. Fait que c'est sûr que mes élèves m'entendent parler de mes valeurs, ils m'entendent parler de ce qui est important pour moi. Moi, à chaque semestre, au début d'année, là, je me mets debout sur une chaise. J'ai comme un tablier blanc qui est décoré avec des valeurs, des choses qui sont importantes pour moi. Je me présente à mes élèves, je me révèle à mes élèves, je leur dis qui je suis. Fait qu'à ce moment-là, quand ils savent qui ce que moi je suis, ben c'est plus facile pour eux autres. Il y a déjà la moitié de la relation qui est établie. Puis là, graduellement, j'essaie de connaître les élèves. Ça me prend comme 3 semaines et demie pour apprendre les prénoms. C'est affreux, je suis super mauvais. Puis là, on a un semestre qui finit. Le prochain semestre va commencer, puis après 2 semaines, il y a la moitié de mes élèves du premier semestre, j'aurais oublié leur nom, je leur ai déjà dit, je m'excuse à l'avance, ma tête a besoin de faire de la place pour les nouveaux noms. C'est juste, je suis comme ça, je fonctionne pas bien avec des noms. On va reconnaître les visages, puis je vais m'en rappeler s'ils étaient tannants ou pas en salle de classe. En fait, ce que je leur dis, c'est que les élèves de qui j'apprends le prénom très rapidement, c'est habituellement pas un bon signe. Fait que je vous parlais du fait que, bon, je suis pas où je voudrais, où je devrais être dans ma pédagogie. Puis, j'ai une certaine culpabilité qui vient avec ça, mais je n'ai pas le goût de me sentir coupable. Puis, ce que je commence finalement à comprendre, après bien longtemps que du monde me l'a dit, là, c'est que j'ai pas besoin de tout virer à l'envers. J'ai pas besoin du jour au lendemain de révolutionner ma pédagogie. Je pense qu'on a besoin, oui, d'une révolution dans le monde de l'éducation, mais moi, dans mon quotidien, dans ma salle de classe, il faut que je prenne des petites bouchées. Il faut que je commence avec des petits gestes. Et c'est ça qu'il faut que je me répète constamment. Je le dis ici publiquement, là, ça va être sur vidéo, du moins que va le revoir. Moi, je vais le regarder de nouveau. Le monde va me le rappeler. Si jamais ça vous tente de me tweeter à un moment donné, là, dans une semaine, dans un mois. Et puis, Yves, as-tu fait quelque chose? T'es là? Brassez-moi un petit peu la cage parce que je suis paresseux, puis si vous ne me kickez pas, ben, je vais rester là. Pour vrai, là, c'est comme c'est un cri du cœur. Là, je vous demande votre aide. C'est pour ça que je suis venu à Claire. Puis si moi, en retour, je peux vous aider, tant mieux. On se fera ça, on se fera un petit groupe de soutien pour ceux qui ont besoin de se faire brasser à la cage. Je ne dois pas être tout seul, me semble. Fait que un petit peu à la fois, on va se rendre. Bonjour, mon nom est Yves Doucet et je suis acadien. Qu'est-ce que ça veut dire être acadien ou acadienne? Il n'existe pas une définition coulée dans le béton de ce que c'est. Les discussions qu'on peut avoir autour de ça sont vraiment intéressantes. Moi, j'en ai une définition.
S'il y en a qui sont curieux, vous irez voir la présentation, vous cliquerez sur le lien. J'ai défini ce qui est ma vision de ce qu'est une Acadienne ou un Acadien. Ça vaut ce que ça vaut, mais j'aime en parler. J'aime parler de notions identitaires. Pour moi, c'est jamais important. En tout cas, c'est pas souvent important où est-ce que la conversation va aboutir, mais les discussions qu'on aura eues au travers de ça sont intéressantes. Je suis curieux de savoir comment les gens se définissent. Moi, je ne peux pas assigner une étiquette à quelqu'un. Si tu ne te sens pas acadien ou acadienne, je ne peux pas décider que tu es acadienne. Ça ne m'appartient pas. Si le mot ne te décrit pas, il ne t'appartient pas. Il y a des choses qui sont indéniables parce que, bon, écoute, si tu es citoyen ici, ben, tu es Canadien ou Canadienne. C'est ça que c'est. Ça, tu ne peux pas te l'enlever. Mais il y a des étiquettes qu'on ne peut pas porter si on ne se les assigne pas nous autres mêmes. Puis, il y a d'autres étiquettes qu'on ne devrait pas s'assigner nous autres mêmes. J'entends qu'il y a du monde qui a des surnoms, des nicknames. Un surnom, là, tu ne devrais pas t'assigner ça à toi-même. Il faut que ça vienne des autres. Je connais un gars qui avait décidé à un moment donné, ouais, à cette heure, vous allez m'appeler Cobra. Non. Ça, tu n'as pas le droit. Merci à Basse Lévesque pour cette joke que je lui ai volée sans lui demander la permission. Notre identité passe souvent par la langue. Pourquoi? Parce que notre identité, qui est une manifestation de qui on est, de notre culture, bien, pour l'exprimer, on a très souvent besoin de le dire ou de le chanter ou de l'écrire. Et ça passe par la langue. Maintenant, je l'ai dit, puis je suis un petit peu surpris que je n'ai pas changé ça parce que mon mot identité devrait être au pluriel ici. J'ai de la misère à parler d'identité au singulier. Nous en avons plusieurs et il faut que ce soit le fun, ça. Il faut que ce soit célébré. Au niveau linguistique aussi, on peut avoir plusieurs identités linguistiques. Il faut célébrer ça et ça peut se faire de façon additive. Puis l'un n'a pas besoin d'écraser l'autre. Fait que je travaille souvent avec mes élèves. J'ai des élèves qui vivent à la fois en français et en anglais. Puis des fois, ben, à cause d'un contexte familial ou social ou au travail, il y a peut-être une langue qui va dominer un petit peu, c'est-à-dire qui va prendre plus de place dans sa vie. J'ai des élèves que dans ma salle de classe, c'est la seule chose en français dans leur vie. Alors, comment est-ce que je réagis avec ça? Puis ces élèves-là, ben, entre eux autres, ils sont deux, trois, puis ils vont se parler entre eux autres en anglais. À l'école, mais ils se parlent en anglais. Mais là, qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne peux pas me mettre là puis leur bûcher dessus. C'est leur nature. C'est ce qu'ils vivent tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Fait qu'à un moment donné, les écraser puis les tapocher à cause de ça, ça va donner quoi? Hey, tu dis à un ado, parle français, qu'est-ce qu'il veut faire? Parle anglais encore plus. Il apprendra une troisième langue s'il faut, il peut te faire chier. Tu sais? Je ne peux pas bûcher dessus. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. On n'a pas de solution. Moi, qu'est-ce que je fais? Ça dépend. Des fois, je vais jaser avec eux autres. Je vais me rentrer dans la conversation. Je ne fais pas d'affaires dans la conversation, là. Je rentre dans la conversation. En français. Ah, c'est ils vont changer. Là, il y a des élèves dans l'école, ils savent ça. Ils m'en viennent dans le corridor, ils parlent en anglais entre eux autres. Quand j'arrive proche, ils se mettent à parler français. Quand je suis loin assis, ils recommencent à parler anglais. Bon, au moins pour 6 secondes, ils ont parlé français. C'est déjà ça. Je ne peux pas leur en vouloir. Je finis par leur en vouloir quand ce que je sens qu'ils n'essayent pas, qu'ils ne veulent pas. Mais quand tu sais, là, des fois, souvent, ma stratégie cette année, beaucoup, c'est de me dérhumer très fort. Je parle anglais dans ma classe. C'est correct, monsieur? Ah, oui, oui. Là, ils comprennent. Puis là, il y en a qui va dire, ah, c'est parce que tu parles anglais. Ah, non, non. C'est pas parce que tu parles anglais. C'est parce que tu ne parlais pas français. Pour eux autres, c'est la même chose, mais je le sais que ce n'est pas la même chose. Je n'ai rien contre l'anglais. Puis l'anglais, c'est des amis à moi. L'anglais, c'est des amis à eux autres. C'est leur famille, c'est leur identité. Il ne faut pas leur en vouloir. Mais je leur ai présenté ça au début de l'année. Moi, j'ai besoin, dans mon école, qu'on célèbre le fait français, qu'on soit francophone, qu'on s'affiche, qu'on travaille là-dessus. Ouais, mais monsieur, c'est plus facile en anglais. Je le sais. Mais quand tu étais bébé, c'était plus facile de rester assis aussi. Tu as appris à marcher pareil. Tu sais? Fait que, faut pas se défiler juste parce que c'est plus facile, dit l'enseignant qui ne change pas sa pédagogie parce que c'est plus facile. Hein? Hein? Tu sais, l'incohérence? Ça me lâche jamais. Fait que ce que je cherche à faire, c'est à attiser la fierté. La fierté, comment? Écoutez, je ne peux pas dire à un élève, sois fier.
Ils sont fiers d'être francophones. Ça sert à rien. Il faut donner des occasions. Il faut avoir du fun. Il faut avoir du plaisir. Il faut s'amuser. Il faut célébrer. C'est sûr que les arts et la culture, c'est souvent une façon de découvrir notre fierté. Puis j'essaye d'exposer les élèves à différentes manifestations artistiques, culturelles, de toutes sortes, qui se font en français, puis de varier les styles, puis de leur faire découvrir. Puis, tu sais, comme comment souvent j'ai entendu « Ah, moi, musique en français, j'aime pas ça. » Comme si musique française, c'était un style musical. C'est quoi les différents styles musicaux? Tu là, rock, rap, western, country, metal, hip-hop, jazz, français. Non. Tout ça en anglais, en français, en allemand, en chinois, en japonais, en espagnol, let's go. Mais, évidemment, il y a un plus grand bassin de musique de tous les styles qui nous est disponible de langue anglaise par la force des choses. Fait que des fois, ça demande un petit peu plus de recherche, mais vraiment pas tant que ça. De moins en moins. C'est relativement facile à cette heure. Fait que ce que je demande aux élèves, c'est de découvrir. Mais ce que j'ai appris à faire, c'est être transparent aussi. Parce que malgré moi, je pense que je faisais peut-être à croire à mes élèves que moi, j'aime tout ce qui se fait en français. J'aime tous les livres en français. J'aime toute la musique en français. J'aime tous les films en français. C'est comme si je passais ce message-là. Et c'est faux. Il faut se dire des vraies affaires, là. Il y a des choses que j'aime et que j'aime pas dans toutes les langues. Là. Puis, je n'oublierai jamais, moi, à l'école, ils me voient comme quelqu'un qui est très sensible aux questions linguistiques, identitaires, culturelles. Fait que comme 5 ans passés, on sortait dîner, fait que j'embarque dans la voiture d'une collègue, elle démarre sa voiture, puis elle a comme pas pu fermer la radio vite assez. Puis la radio était syntonisée à une station anglophone. Elle était toute gênée. Ben là, à un moment donné, là, on peut-tu arrêter de se culpabiliser pour rien? Moi aussi, j'écoute de la musique en anglais. C'est rendu que je montre à mes élèves sur mon iPhone, il y a de la musique en anglais aussi. Juste pour leur montrer que moi aussi, j'ai des intérêts qui sont variés, puis c'est correct. Mais là, je leur montre qu'il y en a plein en français aussi. Probablement qu'il y en a qui ne connaissent pas. Puis je les invite à les découvrir. Des fois, je fais jouer un petit peu de musique à la pause, là. Puis quand le cours commence, je ferme la musique. J'en parle même pas. Pour une fois dans l'année où un élève va dire, Monsieur, c'était quoi qui jouait, là? Je l'aurais fait ma job. Il va falloir que ça vienne d'eux autres. Je ne peux pas leur rentrer ça dans la tête. On leur présente des spectacles à l'école, de toutes sortes. Puis là, après ça, ben, des fois, on ne fait pas de retour sur le spectacle du tout. Des fois, on fait un retour, puis on demande, vous aimez ça? Puis là, ils disent oui, parce que c'est ça qu'on veut entendre, puis c'est fini. Hey, le jeune, si tu n'as pas aimé ça, dis-moi donc que tu n'as pas aimé ça. Je ne vais pas être fâché, je vais être content que tu me parles des vraies affaires. Puis là, on va essayer de découvrir qu'est-ce que tu aimes à partir de ça. Là, on fait de la construction identitaire. Là, c'est des vraies affaires. Mais on les a conditionnés à ça, parce qu'on n'a pas le goût de s'embarquer là-dedans. Puis on n'est pas tout le temps bien outillés, nous autres non plus. On n'a pas nécessairement tout appris à critiquer ou analyser une œuvre artistique. On n'a pas tout appris ça. On n'a pas tout plein de connaissances artistiques et culturelles en français. Fait que des fois, il faut se brasser là-dedans un petit peu. C'est l'affaire de minorité, là. J'explique aux élèves, dans la Ligue nationale de hockey, il y a beaucoup plus d'anglophones que de francophones. Beaucoup plus. C'est même pas proche. C'est pas parce que génétiquement, les anglophones sont meilleurs au hockey que les francophones. C'est parce qu'il y a une plus grande population anglophone en Amérique du Nord. Fait que c'est comme normal qu'il y ait plus d'anglophones à la Ligue nationale de hockey. C'est une question de proportion, c'est tout. Pourquoi il y a plus de postes de radio en anglais dans certaines régions? C'est pas pareil partout. Pourquoi est-ce qu'on va dans les magasins de musique et il y a plus de choix de musique en anglais? Pas parce que c'est meilleur, c'est parce qu'il y en a plus d'artistes qui font de la musique de même. C'est ça que c'est. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de livres en anglais? Pourquoi il y a plus d'émissions de télé en anglais? Il y a plus de postes en anglais sur ma télé. C'est parce qu'il y a un volume de population. Mais c'est pas parce que c'est mieux. Minorité ne veut pas dire infériorité. Il y a une minorité de personnes dans le monde qui ont gagné une médaille d'or olympique. Ils sont minoritaires, eux autres. Ils ne sont joliment pas inférieurs. Là. Fait à quelque part, il faut se détacher de ça. Puis arrêter de jouer la victime. Oui, on est minoritaire en termes de nombre. On n'a pas obligé d'avoir un comportement de minoritaire. Marc Chouinard avait écrit un texte vraiment intéressant là-dessus l'an passé. Il fait même 2 ans, je pense, 3 ans, sur astar.com, le même site où j'ai mis le lien de
la définition d'un Acadien tantôt. Là. Vous fouillerez pour Marc Chouinard là-dessus, puis il y a un texte où il parle de cette posture minoritaire qu'on n'a pas besoin d'avoir. On tombe dans ce piège-là trop souvent. Alors, l'engagement linguistique, moi, je pense que c'est important de prendre notre place en français, mais c'est totalement correct de prendre notre place dans plein d'autres langues aussi, de s'intéresser aussi à d'autres cultures, parce qu'à un moment donné, on a besoin de célébrer puis de travailler sur qui ce qu'on est, mais on a besoin aussi de connaître les autres. On se définit beaucoup mieux quand on sait qui sont les autres. Mon nom est Yves Doucet, puis j'habite en ville, à Dieppe, mais je viens d'un petit village, donc je ne suis pas un vrai citadin, je pense que je suis un faux. Petit village dont je suis originaire, genre de village où tu utilises le séchoir à cheveux, puis la télévision est allumée en même temps, ça fait baisser les lumières chez le voisin. Genre de petit village où, tu sais, comme tout le monde dans le village, a comme plusieurs fonctions. Genre comme moi, mon chauffeur d'autobus scolaire, c'était aussi le prof de gym, puis il était aussi le prêtre. Vraiment bon à tous ces différents emplois-là. Confondait parfois un petit peu ses rôles, tu sais, il prêchait par exemple à la messe, puis s'il y a du monde qui faisait trop de bruit en arrière, il les faisait venir s'asseoir en avant. Quand on était en ligne pour aller à la communion, il nous faisait lever les genoux plus haut. S'embarquait dans l'autobus scolaire, il nous aspergeait avec l'eau bénite. Qui était moins pire que le fait qu'à chaque arrêt d'autobus, il prenait une gorgée de vin de messe. Là. Moi, j'étais le dernier arrêt. Là. Je priais. Petit village. Il y a évidemment des défis particuliers à vivre dans des plus petites régions, au niveau des ressources parfois, mais il y a des avantages aussi, la proximité de la communauté, et ça, on le vit énormément, je pense, ici à Claire, c'est un bel exemple de ça. C'est énergisant, puis je pense qu'il faut se nourrir de ça. Mon nom est Yves Doucet, je suis un éducateur. Tout ce que je dis ici, je n'hésiterai pas à le dire à mes élèves. Je vais parler de ça, cette conséquence-là. Je fais beaucoup plus que de la mathématique. J'en suis un enseignant de maths, mais je fais bien des affaires avec mes élèves. On parle de toutes sortes de choses parce que c'est important que je les éduque à autre chose que de la maths. J'ai un emploi qui est pas facile. J'avais un élève qui se moquait du fait que j'avais des cheveux blancs. Des fois, c'est difficile. Quand je dis c'est difficile comme travail, c'est difficile parce que des fois, tu as envie de dire des bêtises à des élèves, il faut que tu t'en retiennes. C'est difficile de s'en retenir. J'avais un élève qui se moquait du fait que j'avais des cheveux blancs. J'ai dit, Mathieu, des cheveux blancs, ça peut se teindre. Ça, c'est une chirurgie que ça prendrait pour t'arranger la face. Je dirais pas ça à n'importe qui. Mais lui, je savais. Lui, il s'est levé, il m'a applaudi, puis c'était correct. Je dirais pas ça à un élève qui est fragile, là. Je suis pas de même tout le temps. Viens-tu de dire ça en public? Pas grave. J'en saute une. On peut pas. Il va falloir qu'on arrête de voir la technologie comme un simple outil. Puis Sébastien Sass, un texte vraiment intéressant là-dessus. C'est tellement intégré que c'est pas juste. C'est intégré. Ça doit être intégré de façon à ce que ce soit plus qu'un outil. C'est un élément intégral d'une pédagogie signifiante pour les élèves, parce que non seulement ça permet de découvrir et de faire des apprentissages, mais toute la question de la diffusion, par exemple, c'est important, de la pérennité de ces apprentissages-là. Un texte que vous devriez absolument aller lire. Je vous laisse sur une petite citation que j'ai trouvée bien intéressante. Ne vous souciez pas d'être nourri, mais d'être suffisamment nourrissant. Comme éducateur, je pense que c'est important. C'est une citation ici qui est créditée à @fleur du Zen. J'ai fouillé sur Internet, je ne trouve pas ça nulle part. Il n'y a pas de compte Twitter qui s'appelle comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient, je suis tombé sur l'image, j'ai trouvé ça beau. Alors, je ne peux pas vraiment la créditer à sa source, je ne sais pas c'est qui la source, mais je trouvais ça beau comme pensée. Je finirai avec ceci. J'ai 43 ans. Alors, 3,1415 926 535 8979 323 8462 6433 279 884 502 non 502 884 197 1693. Merci beaucoup.
Merci. Je savais, j'allais inverser un bout. Je savais. Je m'en ai rappelé. Yves, j'essaie juste de savoir qui dans le comité organisateur s'est échappé pour que tu saches. Je savais, je le savais. On travaille là-dessus. Est-ce que tu veux prendre quelques questions, commentaires, réactions? Oui, s'il y en a. On ouvre, France va se prendre avec le micro. S'il y a des gens qui veulent laisser un commentaire, une question, une réaction pour notre ami Yves. Oh. Merci Yves. Petit commentaire. Quand j'ai commencé à enseigner, il y a une enseignante qui m'a dit, Jacques, tu n'enseignes pas ce que tu sais, tu enseignes qui tu es. Hmm. Et on en voit la manifestation. Donc, une personne vraie. Merci beaucoup Yves. Merci. Vous savez que je vous aime. Faites fin. Bonjour Yves. Allô? Moi, une chose, c'est que j'ai jamais vu une personne si honnête que toi, si vraie, et je t'apprécie beaucoup. Tu es un vrai leader pour moi, Yves. Merci. Merci, M. Yves Doucet, pour cette belle conférence, très stimulante. Je pense dans le titre de votre communication, il y a le mot multiple, puis on voit les multiples facettes de votre identité. Comme vous avez déjà travaillé dans une école qui reçoit des jeunes de partout, puis vous avez des jeunes, disons, des pays du Moyen-Orient, des pays de l'Afrique du Nord, de confession musulmane qui vivent depuis un certain moment une crise au niveau de leur propre identité face à ce qui se passe à l'échelle internationale. Comment, ça veut dire, vous faites pour aider ces jeunes à rester fiers de leur appartenance culturelle et en même temps de s'intégrer à la culture acadienne dans une école francophone comme la vôtre? Merci. Merci, belle question. C'est évidemment un défi de taille et ma posture à moi, c'est on ne peut pas faire semblant que c'est pas là. Il ne faut pas faire semblant que ça n'existe pas, ces situations-là. Alors, il faut trouver des occasions pour en parler. Puis des fois, c'est pas des genres de discussions qui se font bien en grand groupe. Alors moi, j'essaie d'avoir ces discussions-là en salle de classe, quand j'ai 20, 25, 30 élèves. Quand il y a des gros événements qui vont se passer, c'est certain qu'il faut en parler. J'ai parlé un peu avant Noël, j'ai parlé avec mes élèves dans pas mal toutes mes classes de la crise des réfugiés syriens. J'ai utilisé cette situation particulière-là pour étendre un peu la discussion aux conflits mondiaux bon, des conflits de culture, des conflits de race, des conflits de religion, d'idéologie. J'essaie d'écouter les élèves. Puis souvent dans mes classes, quand j'ai ces discussions-là, il va assez souvent y avoir un élève ou deux qui sont possiblement de religion musulmane ou d'une autre religion. Honnêtement, je ne le sais pas toujours. Parce que je n'ai pas le réflexe de définir les élèves par ces croyances-là. Ils ne vont pas nécessairement venir s'identifier comme ça non plus. Mais des fois, on le sait par la force des choses. Et l'encadrement que ça demande n'est pas facile parce qu'il faut éviter que ça devienne un discours qui est enflammé. Mais en même temps, il y a des choses qui ont besoin d'être dites. De faire la distinction entre les adhérents réguliers à une religion et des extrémistes qui vont faire des choses qui ne sont pas toujours nécessairement au nom d'une religion, mais parfois au niveau d'une idéologie
culturelle ou régionale ou de race. Fait que, puis, à travers tout ça, moi, ce qui est le plus important, c'est que les élèves comprennent que moi, je n'ai pas toutes les réponses, je ne comprends pas tous ces conflits non plus. J'invite leur réflexion, leur réaction de façon posée, puis à un moment donné, peut-être qu'on va chacun partir de notre côté. Moi, je les encourage à aller s'informer, puis peut-être que plus tard, on revient et on a une nouvelle discussion à ce sujet-là. J'ai déjà eu une discussion avec un élève musulman en privé après un genre de situation comme celle-là, et lui, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il avait senti que il avait apprécié que j'avais parlé de ça, qu'on ne s'était pas éternisé sur le sujet, mais il avait senti qu'il y avait un accueil pour ça, il y avait une ouverture. Et honnêtement, la réaction des autres élèves, moi, j'ai le privilège d'être dans une école où, dans notre cafétéria, on accroche au plafond les drapeaux de tous les pays desquels on a reçu des élèves depuis l'ouverture de l'école. Ça fait qu'il y a 10 ans qu'on est ouvert. On a probablement 38 drapeaux, je pense. Pour moi, c'est un privilège que j'ai. Et je sens que la très grande majorité de nos élèves, c'est devenu de l'ordinaire qu'il y a des gens d'un peu partout, d'autres races, d'autres cultures, d'autres religions. Et à l'occasion, on cherche des façons de mettre en valeur. On va toujours mettre l'accent sur la francophonie, sur l'Acadie, c'est chez nous. Mais on essaye, on fait des efforts conscients, concrets, pour valoriser d'autres cultures francophones aussi. Je ne suis pas sûr qu'on le fait encore assez. En fait, je suis certain qu'on ne le fait pas encore assez. Mais il y a une certaine conscience à ça. Puis j'aime vous entendre à ce sujet-là parce que ça me fait réfléchir à nouveau. Puis il y a des choses, comme là, la semaine prochaine, ça va être dans ma tête quand je vais croiser une de mes collègues qui travaille justement là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a besoin de se ressourcer à l'occasion. Alors, merci pour cette question. On prend une dernière intervention. Oui. Je suis chanceux. Merci, merci de votre présentation. Comme vous m'avez l'air assez capable d'encaisser des affaires, je vais vous dire qu'il y a un point sur lequel je ne crois pas. J'ai de la misère avec je suis paresseux. Parce que choisir d'être vrai avec des enfants, c'est pas un signe de paresse. C'est même l'inverse. Mais je vais faire l'hypothèse que peut-être c'est vrai que vous êtes paresseux. Je vais vous dire, les technologies, la plupart de ceux que je connais qui les utilisent beaucoup, ils sont des tabarouettes de paresseux. Alors, le meilleur argument que j'aurais pour vous convaincre, c'est de l'essayer parce que vous allez voir, on prend des risques, les gens nous corrigent, on passe pour des bons. On ne sait pas quoi, on demande, le monde nous trouve à notre place. Il y a plein d'avantages à être paresseux et d'utiliser les technologies. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Merci. Je vais te demander de rester sur place parce que 2-3 petites choses. Premièrement, on a un petit cadeau pour te remercier. Je sais que tu as vu la conférence comme un défi lorsqu'on te l'a proposé. Tu as su relever le défi avec brio. Je te remercie. Un des mots qui a circulé beaucoup, c'est Yves Ducette, là, c'est vrai, c'est un vrai. Donc, on peut l'applaudir. Bravo, Yves. Et pour avoir un petit peu de rigueur dans mes commentaires, j'ai décidé de consulter la toile. Oh. Puis voici ce que les gens ont dit à propos de toi pendant que tu parlais, parce que là, je sais que ton cerveau va comme ça. Là. J'ai hâte. Oui, puis je sais que tu ne pourras pas le faire parce que là, le poulet s'en vient, puis là, tu vas conduire. Fait que je vais te donner un avant-goût de ce que tu vas voir. Donc, jamais il ne dira, mais ce Yves Doucette, c'est un immense pédagogue et un communicateur de haut vol. Ça, c'est M. Jean-Yves Fréchette qui a écrit ça. M. Jean-Claude Claude a écrit, puis Jean-Claude n'est pas ici, donc il est à distance. La transformation par petits pas, le changement radical n'est pas porteur, pas seulement en éducation, cette vérité. Sylvie Vandal a marqué, on termine avec un grand conférencier. Oui? Un grand conférencier. On est grand, c'est bien. Encore, puis Yves, as-tu fait quelque chose? Merci déjà. Ça commence déjà. Ça sonne comme du Jocelyn Dagenet, ça, je me trompe-tu? Manon Richardson a écrit « Révolution, oui, mais à petite bouchée ». Jocelyn Dagenet a écrit « On va t'aider, Yves Doucette ». Ah, là. Là, je ne sais pas s'il a écrit « On va t'aider pour le marathon ou pour 5 km ». Ah, non, pas de marathon, j'ai dit. Marie-Pierre Richard, il faut jouer de la guitare plus souvent dans nos classes. Merci pour ton honnêteté, Yves.
Mélanie Hull a écrit, Yves Doucette, c'est un gars qui s'assume et qui est authentique. J'admire. Prêcher des convertis nous motive quand les résistants nous assomment. Ah, Ça, c'est de Nancy Marsan. Donc, puis on pourrait continuer ouais. Donc, merci beaucoup pour ta présence. Je pense qu'on a eu une brochette de conférenciers très diversifiés. Puis tu termines très, très bien la boucle aujourd'hui. Donc, merci Yves Doucette. Merci Mesdames et messieurs. beaucoup.